Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir. En fin d'émission, tout à l'heure, nous retrouverons Christophe Martet de Committed pour sa revue de presse. Pour la partie invitée, nous recevrons Bruno Bizarro, auteur, compositeur et interprète qui est en concert depuis le 3 jusqu'au 25 mars, les jeudis et vendredis au théâtre Les Déchargeurs à Paris. Bonsoir Bruno, ravi de t'accueillir. Bonsoir, merci de votre accueil. Et merci vraiment d'être là. Bonsoir à Annabelle Guiraud, qui est en plus de santé et art pour Yel, elle va innover Histoire pour Yel. Salut à toi. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir Brahim. Et oui, ce soir c'est une nouvelle chronique Histoire pour Yel. Je vous propose de refaire l'histoire pour mieux comprendre notre actualité. Premier sujet qui passera à la moulinette d'Histoire pour Yel, l'influence des crises sur les discriminations LGBTQI-phobes. Nicolas Rividi, ce sera comme toujours le plus de l'actu. Comment ça va ? Exactement, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs. Eh bien là, je vais passer au nationalisme pour Yel, c'est la guerre pour Yel. Voilà. Aïe. Encore une fois passionnant tout à l'heure avec toi. Merci d'être là aussi, Nicolas Rividi. Face à nous, aux manettes pour la réalisation. Salut à Nathan. Comment ça va, Nathan ? Bonsoir Brahim. Écoute, je vais très très bien et nous avons une très très belle émission qui nous attend devant nous. Donc sans plus tarder, passons à la suite. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Être musulman et homosexuel, pour beaucoup, ça coince sévèrement. Selon une étude de l'IFOP qui date de 2020, 63% des personnes de confession musulmane interrogées perçoivent l'homosexualité comme une maladie ou une perversion sexuelle. Pour faire tomber les tabous, rien de mieux qu'un bon média. Pour parler de sexualité et islam, il y a un an a été créé le premier podcast Jeans qui dépasse aujourd'hui les 100 000 écoutes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le créateur. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Jamal, le créateur de Jésus Podcast. Merci d'être là avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Alors, 100% féministe, intersectionnel et inclusif. Le podcast est basé sur une série d'interviews. J'aimerais que tu nous dises un peu comment est né ce projet et comment vous est venue donc l'idée de mettre en place ce magnifique support de communication et ces super médias. Tout simplement parce que ça n'existait pas assez et qu'il était temps de faire croiser les différents types de savoirs académiques sur les questions de la sexualité, du genre et du féminisme avec une identité qui était plutôt arabe et ou musulmane, ouais. Que j'ai replongé vraiment dans les écrits coraniques, dans l'anthropologie du genre, dans les sociétés arabo-musulmanes. Et donc c'était vraiment l'idée de plonger dedans et via mon militantisme, aussi de faire un éloge de la nuance. C'était vraiment l'idée de faire briller les identités arabo-musulmanes, mais avec une nuance qui n'était pas juste entre l'identité hétérosexuelle et le reste du monde, mais aussi d'inclure les identités LGBTQIA+, d'inclure les identités qui sont en situation de handicap, d'inclure les identités qui se sont senties racisées, non pas dans les personnes arabes, mais aussi des personnes noires, des personnes turques, des personnes iraniennes qui sont aussi musulmanes mais qui ne se sentent pas appartenir à ce même groupe. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une croisée des chemins entre le genre, la race, l'orientation sexuelle et la religion pour faire une révolution en douceur qui est calme et qui se clame. Donc qui est vraiment dans cette idée-là de générer des récits qui croisent le savoir académique avec les expériences individuelles de manière très documentée avec plusieurs types d'invités, des islamologues, des imams femmes, des imams gays, des anthropologues, des sociologues, des médecins, des écrivains, des essayistes. Voilà. Alors avant que le podcast soit lancé donc, et soit donc en ligne, ça a dû vous coûter pas mal de travail avant, de recherche. Ça vous a pris combien de temps avant de lancer le podcast ? En fait, pour être très transparent, moi je suis donc militant à mes heures perdues, féministe et antiraciste. Donc j'ai travaillé longuement sur les questions
du genre et de la race. J'ai beaucoup lu, j'ai lu 400 ouvrages sur les questions anthropologiques, sexologiques et psychologiques du monde arabe et ou musulman par rapport à ça. Et donc oui, ça m'a pris une bonne année et demie avant de pouvoir générer assez de savoir pour pouvoir contacter aussi les différentes personnes. Et tout simplement, pour moi, l'essentiel par rapport à votre première question, l'essentiel c'était vraiment de rencontrer les personnes qui n'ont jamais eu accès à ce genre de savoir ou à ce genre de témoignages et qui se sentent moins seuls. Vraiment, l'idée de départ, c'était créer Jeans pour non seulement faire un éloge de la nuance, parce qu'on est dans un climat médiatique où tout se confond, il y a que des amalgames et il y a des extrémismes qui montent. L'idée, c'est vraiment de faire briller les identités aussi et de rendre moins seules les personnes qui se sentiraient enfin concernées par des sujets qui croisent, par exemple, la transidentité et l'islam, dont on n'a jamais parlé avant, qui croisent le travail du sexe et l'islam, la sérophobie au sein des populations arabes, etc., etc. Le podcast est basé donc sur une série d'interviews où vous avez donc eu l'occasion d'interroger un grand nombre de personnalités. Alors, aujourd'hui, on en est à plus de 60 podcasts réalisés, ou même beaucoup plus. Tout à fait. Hein. Et quelles sont les personnalités, un peu des noms comme ça de personnes que vous avez interrogées? Ah bah ça, il y en a un paquet. Il y a le président de la Fondation Islam de France qui s'appelle Radeb Bencher, qui est vraiment un peu l'institution du savoir de l'islam de France. En fait, c'est Monsieur Islam de France, disons. Il y a Leila Slimani, qui est une grande écrivaine que tout le monde connaît, un Goncourt. Il y a Françoise Vergès, qui est une grande essayiste féministe. Fatima Das, qui est une jeune autrice. On va avoir des féministes islamiques comme Asman Lamrabet, Ludovic Mohamed Zahid, qui est un imam gay. Donc, on va avoir vraiment des personnalités. June Plat de Jouissance Club, qui est une illustratrice. On a vraiment des réalisatrices, des illustrateurs, des essayistes, des anthropologues, voilà. Et donc à chaque fois, et bien sûr Brahim Nightball que j'ai invité aussi dans le podcast Jeans. Oui, il y a un an à peu près, je crois. Oui, exactement. Voilà, de toutes les questions de l'identité homosexuelle en banlieue, avec laquelle j'ai croisé aussi le savoir d'une sociologue qui s'appelle Isabelle Claire, qui parle de l'amour et de la sexualité en banlieue, et de Salima Amari, qui est aussi une sociologue qui parle de l'identité arabe musulmane et lesbienne en banlieue. Et alors, j'aimerais que vous nous disiez un peu le profil justement des personnes, d'après vous, qui écoutent vos podcasts. Est-ce que ce sont des gens qui sont concernés par le sujet, ou des gens qui sont curieux et qui veulent un peu en savoir plus? Parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont les musulmans, donc c'est tellement un sujet tabou qu'ils ont tendance parfois à vivre des doubles vies, pas vraiment à vouloir s'afficher socialement en se mettant en avant dans la société. Est-ce que ce sont beaucoup des musulmans qui vous écoutent, homo ou autres, qui s'intéressent à votre émission et qui se découvrent aussi en même temps, aussi bien en France qu'ailleurs? C'est une question parce que la réponse n'est pas définitive, elle est en constante évolution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs surprises qui se sont dégagées après la diffusion de ce podcast. Il y a beaucoup, évidemment, de populations musulmanes. On voit très bien la source des écoutes des auditeuristes qui se trouvent en France, pour les 3 quarts, et pour le quart restant, souvent dans le Maghreb et dans la région du Moyen-Orient, pour les personnes francophones. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de rendre accessible ce savoir, comme je l'ai dit, aux personnes concernées d'abord. C'est pour moi l'essentiel, c'est qu'elles se sentent moins seules, qu'elles comprennent qu'il y a des possibilités de s'en sortir en étant, par exemple, une personne lesbienne et musulmane, puisque typiquement, on découvre dans le podcast avec maintes et maintes invités que l'homosexualité féminine n'a jamais été évoquée, ne serait-ce qu'évoquée dans le Coran, donc il ne pourrait pas avoir d'interdiction. De la même façon, l'homosexualité masculine, il n'est jamais fait mention d'homosexualité dans le Coran. Donc, encore une fois, tous ces débats-là sont détaillés dans les différents types de podcasts. Ensuite, pour les termes d'audience, ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup, en fait, de personnes musulmanes, femmes, hétérosexuelles, qui portent le voile ou non, m'ont contacté pour me dire qu'elles avaient vraiment apprécié le podcast, parce que du coup, plus personne ne pouvait parler de ce tabou-là. Il y a aussi le fait que les parents écoutent en cachette de plus en plus le podcast. Il y a beaucoup en fait de types d'audience, mais ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus aussi d'audience de féministes blanches qui s'ouvrent un peu à la question de l'identité arabe et ou musulmane, là où avant c'était impossible parce que
par exemple, porter le voile était synonyme de soumission au patriarcat. Là, elle s'ouvre vraiment sur la question de la liberté, de l'agentivité, de la disposition libre du corps de la femme, et donc aussi du droit de la religion, du droit à la croyance. Et donc voilà, il y a beaucoup de féministes blanches aussi qui reviennent vers moi en me disant que le podcast les a vraiment ouverts sur ces questions-là de l'intersectionnalité entre le féminisme, l'identité arabe et l'islam. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera, c'est-à-dire que les homosexuels dans les pays musulmans arriveront un peu à s'affirmer, à s'assumer, surtout qu'ils soient visibles dans la société et reconnus justement par les populations? C'est pas pour demain. Oui, bien sûr, je pense que c'est déjà le cas en fait. Il y a différentes formes d'acceptation en fait dans les pays arabo-musulmans. C'est pas une répression elle est immense et horrible et catastrophique, et c'est ce pourquoi d'ailleurs partiellement je me bats en tant que militant au jour le jour pour que les lois typiquement dans mon pays au Maroc puissent changer. En fait, c'est les articles 489-490 du code pénal qui vont justement emprisonner les personnes qui feraient, je cite, des actes contre nature avec personnes de même sexe, et qui pourraient écoper d'une amende et d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans. Donc en fait, et c'est le cas à peu près partout, sous des formes différentes. En Égypte, par exemple, c'est pas le cas, il n'y a pas de loi qui est vraiment spécifique à l'homosexualité, mais on les met dans les lois anti-débauche, anti-outrage à l'ordre public, anti, voilà, toutes ces choses-là. En Jordanie, c'est pareil, au Koweït, c'est pareil, en Arabie Saoudite, j'en parle même pas. Et donc vraiment, et en Iran, bien sûr, c'est passible de la peine de mort. Les gens peuvent se passer même de la police et pendre eux-mêmes sur place publique ou décapiter eux-mêmes sur place publique des homosexuels avérés. Mais en revanche, il faut pas oublier qu'il y a toujours eu des homosexuels partout dans le monde arabe et le monde musulman, et qu'ils ont vécu, qu'ils n'ont pas pu ne pas vivre ou réprimer tout le temps. Il y a des homosexuels qui s'affirment, mais qui ne se montrent pas partout. Et en fait, c'est vraiment la question de cacher cet homosexuel que je ne saurais voir. Tant qu'il fait ça chez lui à la maison, je ferme l'œil. Et donc il y a vraiment cette espèce de faux semblant, de secret qui se trame. Moi, je crois en un monde, et je suis assez optimiste pour me dire que les lois pourraient changer. Je ne sais pas si c'est de mon vivant ou pas, mais pourraient changer, de sorte à ce que ces personnes homosexuelles ou ces personnes LGBTQIA+, en général, puissent vivre leur vie sans qu'elles se cachent. Beaucoup finissent par quitter ces pays-là parce que c'est pas toujours simple d'être homo, et c'est vrai que vivre caché, c'est pas toujours facile, et ça finit par être un peu envahissant. Bien sûr. Bien sûr, oui, c'est le principe même. En fait, le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se permettre, malheureusement, d'avoir le choix entre quitter sa patrie ou partir à l'étranger, parce qu'il s'agit aussi d'une question de papier, il s'agit d'une question de visa, il s'agit de prouver beaucoup. Il y a beaucoup de réfugiés en fait qui viennent nous parler dans les cercles associatifs et les cercles militants qui ont des dossiers qui font 29 pages sur les déroutes qu'ils ont eues, les déboires qu'ils ont eus, le fait qu'on les tabasse dans la rue, le fait qu'ils doivent prendre des photos avec leur cocard, le fait qu'ils doivent prouver leur homosexualité par une photo, le fait, voilà, il y a cette question-là qu'on n'imagine pas, mais qui est très difficile de se dire, voilà, toutes ces personnes en Tunisie, par exemple, il y a une superbe association qui s'appelle Shams France pour les personnes qui sont homosexuelles, LGBTQIA+ en général, qui viennent de Tunisie ou des pays du Maghreb en général, et qui est facilitée par le président et toute l'association pour que, en fait, ils puissent construire des dossiers assez forts pour pouvoir demander droit d'asile ou des visas de réfugiés, etc., etc. Et en fait, c'est très très difficile pour les personnes. C'est pas juste en claquant des doigts que n'importe quel homosexuel pourrait se voir offrir une porte vers l'Europe, par exemple, ou les pays occidentaux, où les lois, en tout cas, seraient pas aussi répressives, même si, en général, les personnes qui arrivent ici en France ou ailleurs, mais surtout en France, sont naturellement confrontées à une autre type d'horreur. C'est l'intersection des discriminations. C'est qu'en plus d'être homosexuel, sachant que l'homophobie n'existe pas que dans les pays arabo-musulmans, mais aussi en France, au-delà d'être homosexuels, ils sont aussi arabes ou musulmans, et donc ils souffrent aussi d'une certaine forme d'islamophobie ou de racisme, en plus de l'homophobie. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'ils se retrouvent dans des box de 10 mètres carrés
pendant 2 ans en attendant que leur situation se régularise et ils finissent par vivre en précarité extrême. Donc parfois, limite, ils préfèrent vivre cachés dans leur pays où au moins ils ont leurs références. Alors, vous en êtes à plus de 60 podcasts. Quel est le rythme un peu de vos productions ? Là, la saison 1 a pris fin l'année dernière en septembre. J'ai beaucoup travaillé, comme vous l'avez très bien dit, pour que ça puisse vraiment générer beaucoup de savoir en très peu de temps. Donc en 9 mois, ça a été produit. C'est vrai que j'étais à un rythme de 1 à 3 épisodes par semaine, qui tombaient tous les jeudis soirs en général à 18h, il y a le podcast qui sort. Et là, j'ai décidé d'aller un peu plus mollo parce que j'essaie de prendre plus de temps pour la construction des épisodes, pour la saison 2 qui va arriver. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis accompagné notamment d'une production qui va m'aider aussi à faire de cette saison 2 une saison qui est pleine de nouveautés, qui sera en plus francophone et anglophone, et qui pourra du coup s'étendre à plus de pays, à plus de populations qui sont désireuses d'en apprendre plus sur les vérités à rétablir dans l'islam ou sur les différents types de stéréotypes qui accablent et qui affublent les différentes personnes arabes ou racisées en général et qui voudraient les déconstruire. Et pour ça, j'ai voulu le faire aussi en anglais avec des invités de marque qui sont encore des femmes imams, des sociologues, des sexologues beaucoup, des personnes non binaires, des personnes qui sont des pole danceuses qui portent le hijab. Voilà, donc on a vraiment des personnalités incroyables aussi, des drag queens du monde arabe qui sont très connus, qui sont des autrices ou des auteurs. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses différentes pour cette saison 2 qui vont arriver et où ça va être produit du coup un épisode toutes les 2 semaines plutôt. Bien. Alors vivement la saison 2. Et pour finir, comment on peut donc retrouver vos podcasts, la marche à suivre ? Alors la marche à suivre, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Amazon Music, où que vous soyez. Vous pouvez aller sur n'importe quelle de ces plateformes-là d'écoute de votre choix. Genius Podcast est disponible en ligne et gratuitement sur toutes les plateformes. Et surtout, allez vous abonner sur Instagram à @Jeans_podcast. C'est là où vous trouverez le plus grand nombre de contenus et d'actualités du podcast. Ouais. Merci Jamal pour ce travail. Vivement la saison 2. Peut-être vous arriverez aux 200 000 ou plus de 200 000 écoutes. J'espère. Ouais. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Ouais. Merci. À très vite. À bientôt. À très vite. Au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, quel est le morceau musical que tu nous proposes ? Ce soir, pour le morceau musical que j'ai choisi, j'ai découvert récemment, ou plutôt, il y a une artiste qui s'est fait connaître notamment via la plateforme TikTok, qui est très connue récemment. Grâce à cette plateforme, on va dire, il y a une artiste australienne qui s'est fait connaître, qui s'appelle Benny, et elle s'est fait connaître par son titre qui s'appelle Super Lonely. Voilà, ça a fait énormément de vues, ça a récolté sur Spotify plus de 650 millions d'écoutes. Donc oui, effectivement, c'est pas négligeable. Mais en tout cas, ce que je peux dire par rapport à cette artiste, c'est que elle a sorti un morceau là vendredi dernier et je l'ai écouté, j'ai fait ah oui. Alors ça c'est bien ça. Autant Super Lonely c'était ouais, c'est une bonne vibes, mais celle-ci, waouh. Celle-ci elle claque. Donc pour tous ceux aussi qui sont un peu égoïstes et qui pensent que on ne peut pas trouver son âme sœur, voici le morceau qui correspond à peu près à tous les gens qui pensent ça. Ça s'appelle Marry Myself et c'est de Benny. On écoute tout de suite. We've been out all night in your first car. Yeah, the moon's full lights up the rose path. Turn the music up, rolling couples up. You set this up for us, yeah, this is up for us. Sitting at the rabbit tree, a coyote staring at me. Seems like I see it from a movie. Seems like I see it from a movie. I turn around and to my surprise, you're on one knee, beady eyes. What are you doing? No, for real, what are you doing? Put the ring down, I wanna marry myself. Get the ring to somebody else. I wanna marry
Le cercle des chroniqueurs. Et sans tarder, on retrouve Annabelle, Histoire pour Yel. Oui, je vous propose une nouvelle chronique, Histoire pour Yel. Objectif, refaire l'histoire pour mieux comprendre notre actualité. Car ne dit-on pas que l'histoire est un éternel recommencement? Et vous savez, j'ai eu cette idée de chronique il y a 3 semaines. Je n'imaginais pas que 12 jours plus tard allait éclater une guerre. La guerre entre Poutine, dictateur LGBT-phobe, et l'État démocrate ukrainien. Alors, comme vous le constatez, cette chronique sur crise et discrimination LGBT+phobe s'inscrit totalement dans l'actualité. En parlant d'actualité, on va partir d'une exposition. L'histoire de la persécution des homosexuels et des lesbiennes sous le Troisième Reich. Une expo gratuite au mémorial de la Shoah jusqu'au 10 mai. Comment expliquer que les LGBT+, sont devenus une cible de purification ethnique en Europe depuis plus d'un siècle et demi? Alors pour faire simple, depuis 1791, on a des pays européens régis ou influencés par le code pénal napoléonien et d'autres qui sont régis par le code pénal prussien. Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, la haine contre les homosexuels va monter crescendo en Europe. Pour beaucoup de croyants, l'homosexualité est considérée comme un péché. Pour un certain nombre de médecins, c'est une forme de dégénérescence ou une perversion. Quant aux stéréotypes, ils sont déjà bien inscrits dans l'intemporalité. L'averti, car le mot homosexuel n'existait pas à l'époque, est un homme efféminé, la lesbienne une garçonne. Et déjà à cette époque, les gays et lesbiennes formeraient une franc-maçonnerie du vice, venue d'Allemagne, de France ou d'Italie, selon où on se situe. Ce seraient des traîtres, des responsables de la corruption de la jeunesse. Cela ne vous fait pas penser à certains candidats qui parlent de lobby LGBT qui influent sur le pouvoir, d'une idéologie LGBT qui endoctrine les écoliers? Je reviens à l'histoire. 1871. Bam! L'histoire se corse. Le code prussien inspire le célèbre paragraphe 175 du code pénal allemand qui prévoit une peine de prison pour les actes sexuels contre nature entre hommes. Tiens, on fait la suite de l'interview précédente. En réalité, c'est de la prison, mais avec une définition plus large. Camp de concentration, isolés dans des blocs par crainte de la contagion, envoyés à l'hôpital psychiatrique ou euthanasiés, et voir si le gay est militaire, exécution ou envoi dans des missions suicides. 1933. Arrivée d'Hitler au pouvoir. Serrage de vis. Les revues homosexuelles sont interdites. Les clubs fermés. Les mouvements militants dissous. 1935. Un nouveau paragraphe 175. Remanié. Entre en vigueur. Tout acte sexuel, ou même toute expression du désir entre hommes, tombe désormais sous le coup de la loi. 1936. Sur ordre d'Himmler est créé l'Office central du Reich pour combattre l'homosexualité et l'avortement avec pour mission d'enregistrer et de ficher tous les cas homosexuels qui lui sont rapportés. Pourquoi ? Car l'homosexualité est un danger pour l'Allemagne. Dénatalité, trahison, décadence de la race. La mise à mort est l'ultime solution pour arrêter la contagion du peuple. Et du côté des lesbiennes, le lesbianisme n'est toujours pas criminalisé avec l'arrivée du nazisme. Cependant, elles n'ont évidemment pas échappé à la répression de leur subculture, littérature, cabaret, comme les gays. Alors si la réglementation a invisibilisé les relations sexuelles entre les lesbiennes, en revanche, les nazis se récupèrent autrement. Les lesbiennes sont arrêtées et déportées pour un autre prétexte, juives, politiques, asociales et ou criminelles. Et en France, que se passe-t-il ? Eh bien, la situation est plus complexe. On a du côté l'Alsace-Moselle, annexée au Reich, dès 40, fichage, expulsion d'homosexuels vers la France de l'intérieur, détention, voire camp de concentration, et à partir de 41, application du paragraphe 175. Et de l'autre côté, vous avez la France de Pétain. Dès 42, le régime de Vichy met en place une loi fixant l'âge de la majorité sexuelle à 21 ans pour les relations entre personnes de même sexe, contre 13 ans pour les relations hétérosexuelles. Autrement dit, à partir de 42, les jeunes gays français sont contraints à servir la patrie, assurer un certain niveau de natalité, mais en revanche, ils sont interdits de vivre et d'aimer comme ils désirent. Au final, toutes ces manœuvres discriminantes en Europe, couvertes par la loi, vont conduire au fichage de 100 000 homosexuels par le régime nazi, 50 000 condamnations, 15 000 envoyés en camp de concentration, où la majorité va mourir. Si la législation de l'homosexualité disparaît progressivement en Europe, fin des années 60 en Allemagne, 82 pour la France, elle est en revanche remplacée par une démarche de psychiatrisation. Toujours d'actualité. Et oui, les fameuses thérapies de conversion. Interdite en France depuis seulement le 25 janvier 2022. On vient de voir ensemble l'impact d'un régime nazi, d'une politique nationaliste, de la guerre sur des personnes homosexuelles. Mais dès lors que l'on mobilise la peur du peuple, dès lors qu'un État est en crise, c'est le robinet ouvert au tsunami des discriminations. Un autre exemple que la guerre ? La crise Covid.
Les confinements, couvre-feu, développement du télétravail, fermeture des établissements scolaires, baisse des rideaux des lieux culturels et de convivialité. Et tout cela a une incidence forte sur les actes LGBTI-phobes. Des chiffres ? Je vous recommande le dernier baromètre 2021 de SOS Homophobie sur l'LGBTI-phobie. Une étude réalisée à partir de 1815 témoignages reçus sur la ligne d'écoute, courriel, chat, durant toute l'année 2020. Durant cette première année de crise Covid, il y a eu une part importante de discrimination, sous forme de rejet, ignorance, insultes, menaces. Le harcèlement a explosé, à tel point qu'il atteint un quart des témoignages avec le voisinage comme principal auteur. Les agressions physiques, elles restent stables, 12% des cas. Une violence qui se répartit majoritairement entre 70% de coups et blessures et 13% de viols et agressions. Spécificité à la crise Covid, c'est que ces agressions physiques sont davantage le fait de personnes proches des victimes. On voit vraiment le fort impact du confinement. Autre fait marquant, l'âge des appelants. La proportion de mineurs contactant SOS Homophobie a plus que triplé. 1 mineur sur 5 est victime de transphobie intrafamiliale. Beaucoup expriment des difficultés à vivre leur identité de genre et orientation sexuelle face à une famille oppressante. Une impossibilité de vie sociale et donc une impossibilité à être soi-même. Autre élément frappant de l'étude, les violences lesbophobes dans les lieux publics concernent 68% des lesbiennes en couple. Un chiffre dramatique. Et je vais vous en dire encore davantage. Le baromètre de SOS Homophobie, c'est aussi une compilation de témoignages, les plus effroyables les uns que les autres. J'en ai retenu un, mais j'aurais pu en retenir des dizaines. J'ai choisi de vous lire le récit d'un couple de gays, ou bien quand l'homophobie pénètre jusqu'à votre domicile. Maxime et Fabien fument tranquillement par la fenêtre de leur appartement montpelliérain un samedi matin. Quand ils sont apostrophés par 2 mineurs. « Vous êtes pédés ?» Le couple répond par l'affirmative, ce qui déclenche la rage des 2 passants qui les insultent, les menacent et promettent de revenir les cramer. Revenus plus nombreux, les agresseurs bousculent le couple, puis forcent l'entrée dans l'appartement en cassant portes, fenêtres et mobilier. Ce déluge de violence gratuite finit par le vol d'objets de valeur, tandis que le couple n'a d'autre choix que de se réfugier dans la salle de bain, apeuré et choqué. Voilà. Les années passent et trépassent. Les actes LGBT-phobes sont toujours très, très présents en 2022. Chère auditrice, chers auditeurs, soyons conscients que la répression LGBT+, par la torture et le meurtre, existe encore et toujours en Europe de l'Est. À l'Ouest, nous avons la chance de pouvoir faire progresser nos droits LGBT+. Les élections présidentielles approchent. Alors le 10 et 24 avril 2022, choisissons le bulletin de vote le plus protecteur pour nos droits, acquis et à conserver, et ceux à venir. Merci pour cette page d'histoire, cette sombre page d'histoire. Et en plus de ça, on est à l'abri de rien aujourd'hui. Merci Annabelle. Merci. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous enchaînons maintenant avec le plus de l'actu. Nicolas, ce soir, il est question de nationalisme dans le plus de l'actu. Et c'est malheureusement un thème très actuel en ce moment. Oui, on ne s'est pas concerté avec Annabelle, mais je m'aperçois qu'on risque de faire des chroniques assez similaire dans l'état d'esprit et la bonne ambiance. Alors, nationalisme actuel et surtout constant. Alors en 1995, c'est un François Mitterrand crépusculairement optimiste qui, s'adressant au Parlement européen, lançait un vibrant « Le nationalisme, c'est la guerre ». La formule est restée célèbre. Elle clôt un discours en forme de testament qui rappelle à quel point l'Europe fut si longtemps une terre irriguée par le sang de ses enfants, incapable de partager son abondance. Ravagée par des siècles de violence, nous avons pris l'habitude de danser sur des mines. Longtemps, j'ai eu la naïveté de croire que la guerre comme les loups avait abandonné nos contrées. J'ai grandi dans les années 80, déjà la guerre froide s'étiolait et faisait place à de nouvelles angoisses. 40 années de combat par procuration avaient usé des belligérants qui finirent par ignorer, sans doute dans quel camp ils émargeaient. Les craintes atomiques s'effacèrent. Il était acquis que personne n'oserait finalement appuyer sur le bouton, ni même évoquer la possibilité. Très vite, on s'aperçut même que l'explosion d'une centrale nucléaire ukrainienne générait moins de peur que l'immigration. Les rayonnements gamma s'arrêtent aux frontières de notre beau pays, pas les Africains. De mensonges en trahison, la politique française et européenne s'est auto-biberonnée au mirage de la paix permanente, rejetant la responsabilité des conflits sur celles qui bougent, qui transpercent les frontières autant que les limites continentales, palissades impuissantes que la nature érige au hasard de ses contraintes propres.
En fait de dissuasion nucléaire, ce qui a vraiment changé le monde, ce sont les instances internationales qui ont fait suite à la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes devenus un genre de copropriété, avec ses assemblées générales, son conseil syndical, son syndic, ses gardiens, ses emmerdeurs et ses bons payeurs. Ça s'engueule, mais ça s'arrête là. On peut être en rogne contre monsieur et madame Martin et leur fuite d'eau qui nous fait cloquer le plafond. On ne se lance pas pour autant dans la conquête de leurs 3 pièces de 60 mètres carrés situées juste au-dessus d'une autre. Il y a des règles et des lois et tout ça garantit en fait une forme d'équilibre. Nous ne sommes pas devenus pacifistes, mais la paix coûte beaucoup moins cher que la guerre et si cela n'altère pas le gain, il convient d'être pragmatique. Alors, le tableau est presque idyllique. Alors, où est l'os dans cette machinerie qui semble parfaitement huilée, Nicolas ? Et je reviens au discours de Mitterrand. Pourquoi parle-t-il de nationalisme ? Parce que c'est un dénominateur commun qui transcende les tendances politiques. Il fut facile, après la Seconde Guerre mondiale, de reléguer le danger à la seule tentation fasciste, aux seules dictatures, au seul nazisme. Le point commun de ces régimes, en corollaire de leur pulsion racialiste et raciste, résidait dans l'exacerbation d'un nationalisme extrême servant de socle unificateur. Si le fascisme et le nazisme sont assurément des nationalismes, le nationalisme, lui, peut s'étendre à tout le spectre politique et frapper sous des formes pseudo-démocratiques, voire même démocratiques. C'est un poison très séduisant, à infusion lente. Le nationalisme a souvent la tentation d'être maître chez les autres, en plus d'être maître chez lui. Les nationalistes écossais ou catalans se réclament du libéralisme, par exemple, ils sont pro-LGBT, pro-immigration, pro-Europe surtout. On est loin des nervis d'extrême droite. Les nationalistes bretons, corses ou basques développent une vision assez collectiviste. On est loin de l'ultracapitalisme. Mais il y a aussi, dans la catégorie nationaliste, Orban, Morawiecki, qui est le Premier ministre polonais, Poutine et son sbire Kadyrov, qui déporte des homosexuels, et puis Erdogan, le pseudo-président turc, qui anime un nationalisme réactionnaire centré sur une culture fantasmée dont il s'érigerait en gardien. Souvent, les LGBT en font d'ailleurs les frais en premier. Et alors... Dès lors... Non, j'ai pas fini. Dès lors que le nationalisme existe, il est indissociable d'une logique suprémaciste, y compris dans la prédominance du droit national sur le droit international. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle qui l'ont annoncé depuis quelques mois, cette domination du droit national sur le droit international. Parce que le nationalisme exalte l'idée d'un peuple formant une nation, fondée sur certains éléments culturels au pif, la langue. Il est alors facile de les invoquer pour revendiquer l'extension de la nation au prétexte de protéger des populations en dehors de ses frontières. Un nationaliste qui vous dit qu'il veut rester chez lui vous ment, et c'est là que les emmerdes commencent et que la meilleure assemblée générale de copropriété est impuissante. C'est à ce quoi donc on assiste actuellement, Nicolas ? Exactement, il faut bien comprendre que le droit, la démocratie, la république, la liberté, bref, l'ensemble de ces us que l'on considère comme être un optimum ont une exigence. Il faut que l'ensemble des partis en présence les reconnaissent. Est-ce que vous parlez souvent eau minérale avec des fabricants de soda ? Non. Les peuples ne se font jamais la guerre. À vrai dire, les peuples s'en cognent de la guerre. Il n'existe pas d'exemple historique de peuple qui soudain se lève comme une seule personne pour aller refaire la gueule du peuple d'en face. Les guerres sont organisées par des chefs. Elles sont pensées, développées, souhaitées, mises en œuvre et financées par une infime fraction des peuples. Ceux-ci y sont entraînés à grand renfort de propagande. Alors attention, il ne s'agit pas ici de dédouaner les peuples des actions de leurs dirigeants, mais tout de même, en 1945, construire une paix durable avec les nazis ou les fascistes semblait hautement improbable. Une paix durable avec les Allemands ou les Italiens, déjà beaucoup plus crédible. Les dirigeants font la guerre, les peuples construisent la paix, mais à quel prix ? Depuis 20 ans, l'Europe, l'ONU et d'autres instances laissent prospérer des nationalistes en leur sein. Au nom de la défense d'un équilibre ténu, nous tolérons facilement le nationalisme. Nous le tolérons comme ceux qui, en 1936, ont cru rentrer de Berlin avec la paix. Ils avaient juste signé 3 ans de tranquillité pour le Reich qui a pu peaufiner ses plans de conquête. D'abord dans des zones germanophones, la langue, en territoire étranger, puis partout, et sans aucune limite. L'Allemagne était à l'époque un pays frappé de lourdes sanctions économiques. Manque de peau, le nationalisme a infusé. La rudesse des sanctions a fédéré le désespoir et accumulé des cendres sur des cendres plus anciennes. Entre 1933 et 1939, combien d'alertes sont restées sans réponse ? Combien de territoires remilitarisés, annexés ou conquis sous le regard passif de jeunes démocraties européennes, incapables d'envisager que le nationalisme échappe à la diplomatie ? Grave erreur. Si la diplomatie comprend aussi l'intérêt de l'autre, le nationalisme, c'est la négation de l'autre. Et le plus de l'actu, Nicolas ?
Vous l'avez sans doute deviné, comment ne pas tracer un parallèle tant dans le fond que dans la forme avec les exaltations nationalistes de Poutine? Comment ne pas voir là le ressac de l'histoire ramener à nos pieds l'écume nauséabonde qui fut déjà jetée sur les pieds de nos aïeux? C'est donc à nouveau l'aventure individuelle d'un petit homme frustré, agitant désormais ses bombes nucléaires comme une prolongation de son micro-pénis, qui entraîne le monde vers les abîmes. Dès qu'un nationaliste émerge quelque part, il constitue immédiatement une menace pour tous les autres pays. En Tchétchénie, en Géorgie, il y a presque 20 ans déjà, les prémices, les arguments, les outils étaient là. Le nationalisme ronflant de Poutine se reflétait dans ses yeux fades. Quand il a commencé à violenter les opposants politiques, les journalistes, les personnes LGBT et d'autres minorités, quel relais étatique avons-nous trouvé pour aider nos camarades? Aucun. Le silence pour seule réponse. Aujourd'hui, les Ukrainiens payent le prix de notre silence et de notre incapacité chronique à barrer par tous les moyens la route des nationalistes. Tous les moyens. Nous en paierons sans doute aussi le prix demain. Les négociations de Macron servent de temporisation à Poutine. Il est désormais inarrêtable. Il y a pourtant, au fond du marasme, 2 raisons fortes d'espérer. D'abord, il est une notoriété publique que les soldats russes n'ont rien à bouffer, et ce depuis des années. La guerre le ventre vide, c'est pas top. La deuxième, c'est que le peuple russe est en train de se lever contre la guerre, qu'il sait le prix de son insurrection, mais qu'il se lève pour faire écho à nos génuflexions passées et actuelles. Le peuple français est un ami du peuple russe autant que du peuple ukrainien. Nous avons en revanche un ennemi commun, le nationalisme, et le nationalisme, c'est la guerre. Très bonne conclusion, merci pour cette chronique, Nicolas. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous recevons, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, pour adoucir un peu les mœurs, l'émission de ce soir très intéressante avec de très fortes chroniques, Annabelle et Nicolas avant notre premier invité, Bruno Bizarro, auteur, compositeur et interprète, donc en concert, je le disais tout à l'heure, depuis le 3 mars jusqu'au 25, les jeudis et vendredis au théâtre Les Déchargeurs à Paris. Et ton concert, c'est Chanson pour Yel, qui a pour titre Chanson pour Yel, et j'aimerais qu'on démarre justement avec cette chanson. Will, pardon. Oui, Yel, oui. C'est joli aussi. Will, c'est joli. Pardon. Tu démarres par cette chanson en direct avec ta guitare. Ton visage est serein, ton visage est changeant. Ton visage est un ciel, ton visage est un ciel, comme la pierre du sultan, sur la route de Damas, sur une route désœuvrée. J'ai passé des nuits blanches, à cheminer vers, sur la route de Damas. J'ai croisé ton visage, passé les jours passés, acheminé vers, acheminé blanc. Une lune crache du sang, elle se tait finalement. L'on s'était habitué à la regarder claire, à la regarder pleine. On s'accroche au croissant, on s'arrête au croisement, à se regarder faire, même dans l'obscurité, quand vient l'obscurité. Ton visage est serein, ton visage est changeant, ton visage est un ciel, ton visage est un ciel, comme la pierre du sultan. Merci Bruno pour ce morceau. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, dis-nous un peu ce que tu as fait jusqu'à maintenant, si tu pouvais nous en dire un peu plus concernant ce que tu fais dans le domaine de la musique, dans le domaine artistique. Dans le domaine artistique, ça commence avec ma rencontre avec, j'en parlais avant l'émission, avec Geneviève Pastre, poète et militante LGBT. J'ai participé en fait à un concours, c'était dans les années 2000, le concours des Octaviennes, un concours de poésie lesbienne. Et il me semblait qu'en écrivant au féminin mes poèmes, on entendrait mieux ou différemment ce que j'avais sur le cœur. Et voilà, j'ai écrit des poèmes à mon copain de l'époque,
Et après une rupture, j'ai tout mis au féminin, j'ai envoyé ça dans une enveloppe sous le nom d'Annabelle Lee, le nom d'une héroïne d'Edgar Allan Poe. Et j'ai gagné le premier prix des Octaviennes. Donc je me suis retrouvé en fait avec beaucoup de femmes. Et puis j'étais finalement Annabelle Lee, c'était un homme. Donc après ils ont débaptisé Geneviève Pass qui organisait le concours, a débaptisé. Elle a dit tu as gagné le prix de la poésie des Octaviennes et des Gémeaux. Et s'en est suivi une longue amitié avec elle. Elle m'a publié mon premier livre quelques années plus tard. On a fait des émissions sur Radio Libertaire. Et moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu... j'essaye de faire exister une œuvre qui est musicale, théâtrale et littéraire depuis de longues années. Et puis, pour moi, j'essaye de faire un roman. Ouais. Et pour résumer... un roman, gay. Je défendais en tout cas ses côtés. J'étais très sensible à ce qu'elle disait quand elle parlait d'écriture gay et lesbienne, une manière d'être. Et dans mes romans, je suis l'auteur d'un roman, à la fois son narrateur. Et pour moi, je suis un narrateur complètement tarte. Mon premier livre s'appelait L'intrépide Bruno Bizarro. C'était une véritable poule mouillée. Dans toutes que ce soit des chansons, mon roman, le narrateur Bruno Bizarro, c'est une personnalité un peu engoncée, un peu coincée, un peu contrariée. Et mon dernier spectacle, c'est une suite du roman musical que j'avais entrepris aussi après la parution de mon album qu'on a fait paraître il y a 2 ans, au début du confinement. On pensait qu'il y aurait peut-être une tournée après, etc. Ouais. Donc on attend 2 ans. Et là, je pars sur autre chose, avec des textes, des hommages à Geneviève, avec des poèmes et avec des chansons dans la plus simple expression, guitare, voix, harmonica. Geneviève qui est passée aussi par la radio. Alors, Geneviève Pastre était la première présidente de Fréquence Gay. Ouais. Et donc, elle a beaucoup contribué. Elle était... On parlait des lieux de mémoire. Elle s'est beaucoup battue aussi pour qu'il existe le centre des mémoires LGBT. Elle me disait d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle me disait, tu sais Bruno, j'aimerais bien que ce lieu existe dans différents endroits parce que j'ai peur des coups durs. Elle avait vécu la guerre. Et elle se disait, si on rassemble toutes les mémoires au même endroit, ça pourrait peut-être poser problème en cas de coup dur. Et c'est vrai que quand on voit l'actualité, ça prend toujours au dépourvu, quoi. Tu parles avec beaucoup d'émotion, vraiment. Tu veux nous présenter maintenant ton spectacle chanson pour Will. Will, alors il s'agit d'une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, une histoire de rencontre. C'était le deuxième confinement et disons que j'étais souvent entre Paris et la Bretagne. Et c'est quelqu'un qui m'a donné l'envie de continuer à composer, de reprendre la composition. Donc j'ai écrit un certain nombre de chansons. Ouais. C'est une histoire qui s'est... En fait, pour moi, c'est ma plus belle histoire d'amour, en fait. J'ai pas passé un confinement malheureux, puisque j'ai passé 4 mois merveilleux. Donc après, ça s'est terminé, mais c'est quelqu'un qui m'a donné envie de composer, j'ai rencontré mon idéal pendant ces 4 mois. Ouais. Et dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé que je le connaissais depuis très longtemps. Ça a duré 4 mois. Ouais, c'était quelqu'un de très rebelle, libertaire. Il faisait des choses magnifiques. Il était ouvrier, menuisier. Donc il faisait des pièces de bois absolument fantastiques. Il se lançait aussi dans les paysages, donc des paysages magnifiques. Puis il y avait toute une communauté, c'était en Bretagne. Il y avait un côté très zadiste que j'aimais beaucoup. Et c'est là que je me suis mis pendant 4 mois aussi à cultiver me voir cultiver des fraises, des framboises. Non, mais 4 mois merveilleux. Et voilà. Et je suis parti, je lui ai dit, je ferai un album. Mon 3e album, j'étais en train de le commencer. Et j'ai bien l'intention de le terminer. Ouais. Et là, je présente quelques chansons nouvelles aussi, pas simplement du disque, des chansons plus anciennes. Et puis, chanson pour Will, c'est l'ouverture du spectacle. Ce qui est fou, c'est que c'est fini entre vous, mais tu en parles avec le sourire, plein d'émotions. Et... Oui, de la rencontre, je sais même pas, j'espère qu'il est... Voilà, peut-être qu'il m'entend. S'il m'entend, j'espère qu'il est simplement heureux. Ouais. Et là où il en est. Et je n'ai pas de...
pour moi, de toute façon, je suis très heureux aussi d'avoir des ruptures amoureuses. Ouais. Je suis fier d'être... voilà, j'ai peut-être mis du temps à accepter ma sexualité et du coup, content d'avoir des histoires d'amour pleines. Et puis même quand ça se termine, après, ouais. j'ai pas une manière de... Enfin voilà, je sais pas si... Sur scène, c'est très bien. Sur scène, donc tu fais participer aussi un peu les gens qui viennent te voir sur scène. Dis-nous un peu comment ça se passe. Donc tu es avec ta guitare, ton harmonica aussi. Je suis très... je sais pas. En fait, c'est très très beau les déchargeurs. La salle Bohème, elle est toute en pierre. Et elle me rappelle justement, il avait une grande cheminée en pierre. Donc je suis vraiment dans ma... En tout cas, la première partie, je suis vraiment en dialogue avec moi. Et je me dis que par accident, peut-être que ça peut toucher les autres. Donc la première partie est assez... voilà, je suis dans un récit, dans un roman qui va s'ouvrir un peu après, où le dialogue va s'installer plutôt en deuxième partie de spectacle, avec des chansons que j'ai chantées par le passé, un peu plus peut-être réalistes, un peu plus... faire vivre une sorte de taverne. Et puis je termine le spectacle par ce qu'on a fait jeudi, les gens se sont mis à chanter. J'ai fini sur du Dylan, Blowing in the Wind. Donc les gens chantent à la fin, oui, parce qu'on pense beaucoup à l'actualité. Ouais. Et le spectacle dure combien de temps ? 1h15. 1h15. Oui, voilà, 1h15. En fait, il y a un autre concert. En fait, c'est le jeudi et vendredi, c'est les soirées-concerts au Déchargeur dans la salle Bohème. Donc, il y a... voilà, moi, j'ouvre sur de la folk. Et la deuxième partie, c'est un programme avec une chanteuse qui est plutôt dans le trip-hop, dans quelque chose avec beaucoup plus de machines aussi, voilà, le jeudi et vendredi soir. Donc c'est jusqu'au 25 ? Jusqu'au 25 mars, tous les jeudis et vendredis. Et là, donc, tu es venu avec un morceau que nous allons écouter. Il s'agit de... Premier amour, que je chante aussi. Alors là, c'est une version un peu plus pop. C'est la version du disque que je chante aussi au concert. Premier amour. Bah, là, c'est sur mon... c'est deux êtres qui s'aiment et il y a une mouche qui vole. Voilà, il y a toujours une mouche voilà, qui vole dans des moments un peu romantiques. Il y a une mouche et je ne sais pas comment... et ça s'appelle Premier amour. Ouais. Nous allons donc écouter ce morceau, Premier amour de Bruno Bizarro. Avec toi sur les chemins curieux qu'on emprunte, tu me suis à la trace. Je me vautre sur le ventre du cosmos en riant, couché sur son couchant, une étoile, tout s'éclaire. Qui se trouve avec toi sur les routes bienheureux, dis-le-moi qui découvre le feu. À la place du cœur, à la place du ciel, sur les chemins furieux qui opèrent, bienheureux. Je me perds avec toi sur les routes tout à fait égarées, me réchauffe une polaire. À la place du nez, au milieu d'un visage, une mouche se mouche, toi et moi. Et son flair est perdu pour perdu sur les routes. Mon ami se découvre à ma place, sur les sentiers battus, sur les sentiers qu'il bat. Une mouche le tue en plein ciel, tout est clair. Sur les routes du monde, mon ami se retourne dans sa tombe. Sur les sentiers battus, sur les chemins connus, dans l'odeur qui s'étue, qui se tait, tout à fait. Au revoir mon ami,
nos chemins se séparent. Au revoir, qui es-tu? Je ne sais pas. Et vautré sur mon ventre, ton visage au couchant, ton visage au levant, nul ne sait tout à fait. Au revoir mon ami, nos chemins se séparent. Au revoir, reste ici à ta place. Qu'à tomber dans mes bras, ton visage au néant, ton visage au riant, nul ne sait. En effet, et perdu, faux perdu sur les routes, mon ami s'en retourne à sa place. Sur les sentiers battus, sur les sentiers qu'il bat, l'éternel éternue et le ciel est si clair. Et perdu, faux perdu sur les routes, mon ami s'en retourne dans sa tombe. Sur les sentiers battus, sur les chemins connus, dans le jour qui s'est tu, qui se tait, tout à fait. Le cercle des chroniqueurs. LGBTQI+, Committed avec Christophe Martet qui est en ligne avec nous. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Alors, quelle est l'actu du moment développée par ta rédaction, Christophe? Bien sûr, on parle de l'Ukraine, forcément, Ouais. puisque ce conflit qui est en plein cœur de l'Europe, mais aussi avec cette dimension particulière pour les personnes LGBT, à la fois parce qu'LGBT+, parce qu'à la fois elles sont ciblées, on le sait très bien, par le régime aussi de Vladimir Poutine, par les églises aussi, l'église orthodoxe notamment. Et puis on parle dans un article que Tiphaine a rédigé aujourd'hui aussi de cette info des confrères de Vice, ce magazine américain qui expliquait que les personnes trans qui n'ont pas pu faire mettre à jour leur papier d'identité, faire leur changement d'état civil, se retrouvent parfois dans une situation très compliquée, notamment à la frontière, puisque des femmes trans avec des papiers d'identité au masculin ne peuvent pas franchir la frontière, donc ça devient très compliqué. Et puis on voit que au sein même de l'Ukraine, les associations LGBT se mobilisent. Je pense à Kiev Pride et Insight, sont deux associations qui collectent des fonds, qui essayent aussi de se battre pour des hébergements pour les personnes LGBT. Ça, c'est important. Autre chose, Christophe? Oui, alors toujours dans le conflit, on a eu l'info par des médias ukrainiens, notamment que le Tchétchène, donc Magomed Touchaïev, qui était celui responsable des purges en Tchétchénie, des purges anti-LGBT en Tchétchénie, aurait été tué dans le conflit en Ukraine. Donc on ne se réjouit évidemment pas de la mort de quelqu'un, mais en même temps on sait que cette personne a quand même participé très activement à justement cette purge anti-LGBT qui avait commencé en 2017 en Tchétchénie, qui aurait notamment torturé une dizaine de prisonniers gays. Donc voilà, il serait mort dans le conflit, puisqu'on sait que beaucoup de Tchétchènes sont venus prêter main forte au régime de Poutine. Ouais. Une info joyeuse? Il y a d'autres bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles quand même, notamment le fait que la Colombie, donc pays d'Amérique du Sud, la Colombie vient de reconnaître le genre non-binaire donc sur les documents d'identité. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
puisque pour l'instant, donc c'était un peu comme partout, les deux catégories hommes et femmes. Aujourd'hui, la non-binarité sera inclue. Et ça fait suite à un long combat d'une personne d'une quarantaine d'années qui avait été assignée homme à la naissance, qui avait entamé un processus de transition, de réassignation de genre, mais qui en fait, ne souhaitait pas forcément se retrouver non plus dans le genre féminin. Donc elle a réussi finalement à ce que ce marqueur de genre non binaire soit inscrit maintenant sur les papiers d'identité de la Colombie. De la Colombie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quelque chose dans le domaine musical, non? Alors musical non, mais je voulais parler de Virginie Despentes, puisque l'autrice Virginie Despentes, bien connue des lecteurs et lectrices de Committed, mais enfin pas seulement, qui a notamment rédigé un grand nombre de romans, qui a adapté son propre roman qui s'appelait Baise-moi, et va créer sa maison d'édition avec Axel Le Dauphin. Virginie Despentes, c'est la trilogie à succès Vernon Subutex. Donc elle va créer sa maison d'édition qui s'appellera La Légende Édition, qui veut publier des auteurs et des autrices trans, lesbiennes, non-binaires, féministes aussi bien sûr. Et c'est aussi il faut voir que Virginie Despentes participe au courant anti-Bolloré, puisque vous savez que l'homme d'affaires breton rachète une immense partie des maisons d'édition françaises, et ça pose problème effectivement pour la diversité des auteurs et des romans ou des ouvrages qu'on pourrait lire dans les années qui viennent. Donc, Virginie Despentes, elle prend le problème à bras le corps et elle crée elle-même sa propre maison d'édition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Eh bien, écoute, merci Christophe pour cette intervention, et on te dit à très très vite à Homo Micro, en nous rappelant le site internet Committed. Committed.fr, vous pouvez vous abonner à la newsletter qui n'est plus quotidienne, c'est 3 fois par semaine maintenant. D'accord. Mais il y a toujours beaucoup d'infos et c'est toujours un plaisir d'être dans cette émission. Ouais, merci, et vivement qu'on te voit en direct et que tu sois en direct avec nous. Volontiers, au printemps. Très volontiers. Oui, il n'y a pas de problème. Merci Christophe, à très vite. Merci, Bonne à semaine, bientôt. au revoir. Au revoir. Et on finit, donc Annabelle, tu avais une info pour terminer. Ce jeudi 10 mars, 10h, avec Étienne, nous allons représenter Homo Micro au quart d'heure de lecture nationale, organisé par le Centre national du livre, un moment audio-vidéo partagé sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Et nouveauté, cet event marquera l'ouverture de la chaîne YouTube Homo Micro, le podcast qui se prend au mot. Alors on vous attend nombreux et nombreux. Et pour te retrouver, Bruno, rappelle-nous le théâtre. Théâtre des Déchargeurs, tous les jeudis et vendredis, 19h. Merci, c'était très bien avec vous ce soir. À très vite, chères auditrices et auditeurs. Portez-vous bien, bonne semaine, ciao ciao. Hey, oh non, cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.